Peu nombreux sont ceux qui, à chaque génération, accèdent à un monde de lumière, sciemment ou non, et en reviennent marqués du génie ou de la folie. Ces mots puissants de Bernard de Montréal, de son vrai nom Jean-Paul Boucher, donnent le ton de notre exploration critique. Bienvenue dans ce podcast consacré à Bernard de Montréal. Personnage énigmatique de l'occultisme contemporain, à la frontière du génie visionnaire et du mystique, voire mystificateur ésotérique. Dans cet épisode, adressé plutôt à un public initié et de spécialistes du moins en sciences occultes, nous allons examiner rigoureusement le parcours et l'enseignement de Bernard de Montréal. Notre approche sera critique et empirique, vis-à-vis des phénomènes psy qu'il décrit abondamment, tout en nous autorisant quelques moments plus spéculatifs sur la nature de sa mission. Qui était vraiment cet initié du Verseau autoproclamé? Un prophète des temps modernes ayant accédé peut-être à la connaissance supramentale. Ou alors, la victime d'influences plus ou moins occultes qui le dépassaient malgré son aplomb et la certitude de ses croyances. Je vous propose donc de mettre tout de suite les pieds dans le plat. Un type qui rencontre, disons, une autre personne comme moi-même, doit faire une chose au début, c'est ne pas la croire. Parce que si on croit une personne, automatiquement on devient esclave de cette personne-là, à un niveau quelconque. On peut écouter une personne. Alors la différence entre croire une personne et écouter une personne, c'est comme blanc et noir. Un type comme moi qui fonctionne sur un plan de vibration différent de la normale humaine, de la psychologie humaine, peut facilement travestir la réalité. J'ai mis à dessein cet extrait de Bernard de Montréal. Il se trouve que le processus d'initiation, d'individuation, peu importe le nom qu'on lui donne, produit en l'initié une faculté presque surhumaine de discernement qui est de l'ordre du suprasensible. Bernard de Montréal dit des choses parfois extrêmement lumineuses, mais vous comprendrez un jour, si vous suivez un chemin initiatique, qu'il faut savoir lire à travers les lignes, ou encore apprécier le silence entre les notes. Le revers de la médaille, c'est que c'est extrêmement inconfortable, voire douloureux, et ce qui peut éventuellement vous valoir un effondrement total et absolu de votre structure psychique. Mais comme le dit Bergson dans son évolution créatrice, l'élan vital a eu ses plus belles réussites avec, à son acmé, l'humanité, précisément parce qu'elle a pris des risques inconsidérés. Si bien que je ne vous demande pas croire, je vous demande critiquer ce que je dis, au sens philosophique du terme. Juger, peser, sous-peser, et apprenez à discerner selon vos moyens, capacités. En devenir, il faut être créateur de vos propres valeurs et non suiveur, juste croyant. Vous verrez de toute façon que, à l'image des prétendus grands initiés, qu'il s'est fourvoyé sur de nombreux points, sur de nombreux aspects, que je peux, sans aucune difficulté, démontrer. Pourquoi pas en commentaire si vous le souhaitez. L'initié du Verseau, comme il aimait s'appeler, proposa en son temps un discours sans aucun doute disruptif, innovant. Ça, pas lui enlever. À mi-chemin, entre psychologie, disons évolutive, assez rigoureuse dans sa sémantique, et même dans sa clinique, qui jouxte
un champ lexicologique, parfois un peu exalté, parfois même beaucoup, qui talonnait trop souvent le registre de la révélation cosmique, qui est une fontaine inépuisable de par le caractère magnétique d'une telle approche, surtout auprès d'un public captif et naïf, et ce même 50 ans après, ce qu'il appelait, chez qu'il appela sa fusion, qui fut d'une certaine façon son baptême à l'agent, marquant le début de sa carrière publique de technoprophète visionnaire au caractère bien trempé. Bref, est-ce que notre Bernard National révélait d'authentiques arcanes réactualisés d'une conscience intégrale, en devenir, augurant de facto, comme il l'a indiqué de nombreuses fois, une nouvelle ère, ou à l'inverse, recyclait-il juste habilement des mythes anciens, de vieilles doctrines, en les paraphrasant au détour de ses lectures, pour finalement trouver quelque chose de très humain, c'est-à-dire une forme de reconnaissance sociale, quitte à se nier, quitte à se croire dur comme fer, comme prototype d'un genre nouveau, initié du verso, dont la cognition s'opérait ou s'opérerait sur un mode télépathique. Le mystère reste entier, et c'est aussi ce qui fait le charme du personnage et de son héritage ésotérique. Par ailleurs, comment être critique et empirique sur une thématique aussi sensible et aussi clivante que celle du supramental, qui, nous le verrons par la suite dans ce podcast, n'est qu'une actualisation un peu verbeuse d'un patchwork de traditions initiatiques et hermétiques. Il y a des gens qui sont assez sensibles en dedans pour sentir qu'un personnage est bon. Il est consistant, il est bon. Ça va, on est à l'aise. C'est vibratoire, il y a une sympathie. Mais dès qu'un type commence à s'interposer, à établir une autorité sur un autre individu, quel que soit le niveau de sa connaissance, là, ces gens-là sont en danger. Et on est dans le temps là où ça se produit et où ça va se produire encore plus. Jean-Paul Boucher, alias Bernard de Montréal, est né le 26 juillet 1930 à Montréal, au Canada. C'était un élève brillant d'un collège classique catholique à Sainte-Croix. Il s'orientera ensuite vers l'anthropologie à l'université d'Albuquerque au Nouveau-Mexique, ce qui lui permettra de maîtriser parfaitement l'anglais. C'est là, finalement, en 1969, qu'a lieu ce fameux point de bascule à 30 ans. Il raconte avoir été frappé par ce qu'il décrira plus tard par une expérience de fusion supramentale, selon ses propres dires, qui entraîna une profonde transformation psychique, dont fait notable la perte de toute mémoire, ce qui mérite un certain éclaircissement. La mémoire étant un concept à la fois casse-gueule, mais surtout attirant. Les hommes qui ont fait une recherche spirituelle ont découvert au cours d'un certain nombre d'années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, que les illusions spirituelles ou que les préconceptions spirituelles qu'ils avaient dans la jeunesse de leur recherche, au cours des années, se sont lentement transformées, ils se sont rassis. Et sur le plan cosmique, c'est la même chose. L'homme qui aujourd'hui se rapproche de certains grands événements va découvrir forcément par la force des choses et des lois de la vie qu'il doit être rassis. Jean-Paul Boucher vit en quelque sorte une forme d'éveil foudroyant. C'est alors que son ego et son âme sembleront s'aligner à un double éthérique que Bernard de Montréal appelle parfois l'ajusteur de pensée,
issu finalement de la tradition ésotérique occultiste du début XXe, qui a pour vocation, in fine, d'engendrer une nouvelle conscience. D'ailleurs, les éditions de la Science intégrale, qui publieront plus tard ces dialogues, résument cet éveil en des termes à la fois mystiques et audacieux. Je cite, « Bernard a unifié l'ego et l'âme au double éthérique. De cette fusion a émergé une conscience mentale qui démasque le mensonge cosmique dont a été tissée la conscience humaine. Cette fusion marquera le début de la mission, presque prophétique, qu'il s'auto-attribue. Après un retour au Québec, le désormais renommé Bernard de Montréal, pseudonyme choisi d'ailleurs lors de sa première entrevue publique avec l'ésotériste polémique Richard Glenn, devient la figure de proue d'un mouvement spirituel assez unique en son genre, puisqu'il anime à la fin des années 70, pendant plus de 10 ans, même plus de 15 ans, des conférences et séminaires remarqués au sein du Centre de l'Universalité, qui est une sorte de cercle où se rassemble une communauté d'aspirants à cette nouvelle conscience. C'est à ce moment-là où il interviendra assez souvent à la télévision et à la radio par le biais de Richard Glenn et d'autres par la suite, c'est ce que ses proches appelleront les années Verseau, triomphantes, et Bernard diffusera alors une masse considérable d'enseignements sur des sujets allant de la parapsychologie à l'ufologie jusqu'à la cosmologie plus ou moins ésotérique, sans oublier la psychologie. Le tout articulé autour de l'idée d'une évolution de la conscience humaine en lieu et place de l'involution qui a eu cours jusqu'à maintenant. Parallèlement, Bernard de Montréal publiera 3 ouvrages qui permettent de fixer sa pensée avec plus de clarté. La genèse du réel, dialogue avec l'invisible et par-delà le mental. En tout cas, l'ambition de ces 3 bouquins, offrir les clés pour briser cette ancienne matrice involutive qui enferme l'humanité dans l'ignorance depuis des milliers d'années. Les problèmes de l'humanité, c'est à cause d'eux autres dans ce sens que l'homme n'est pas prêt à voir. Si l'homme était en contact aujourd'hui avec les intelligences, il serait détruit. Il deviendrait totalement fou, totalement aliéné. C'est un phénomène d'énergie. Ces intelligences sont de l'énergie. Donc l'homme serait totalement aliéné. C'est un phénomène d'évolution. Il y a des hommes sur la Terre qui ont, évolutivement parlant, la capacité d'absorber mentalement, émotivement, physiquement et vitalement cette énergie. Mais pas tous les hommes ont cette capacité. Comme vous vous en doutez, Bernard de Montréal ne surgit pas du néant intellectuel. Il a baigné dans un contexte ésotérique riche, bien qu'il ne l'évoque jamais clairement, et ça fait de lui un héritier de la tradition New Age, et dans une moindre mesure des traditions occultes antérieures. Par conséquent, ces idées viennent se greffer sur ce contexte occulte et hermétique et entrent en résonance, parfois même en rupture, avec quelques figures majeures. En premier lieu, nous avons la théosophie, surtout pour tout ce qui est des mythes de l'Antiquité, j'entends, qui seraient en fait des pièges pour l'homme. Et ces fameux mythes seraient en fait typiques de mensonges cosmiques, à la base des religions d'ailleurs. Ensuite, bien sûr, il y a Rudolf Steiner. C'est surtout au niveau de la vision évolutive de l'esprit
là encore inspiré des mystères antiques, qui est prégnant. Si vous écoutez Bernard de Montréal, il dit la même chose dans un champ lexical légèrement différent, tout en revendiquant une illumination spontanée, sans rite initiatique formel. Ensuite, bien sûr, il y a Sri Aurobindo et bien d'autres que j'ai pu repérer, Robert Amblin, Paul Lecourt. D'ailleurs, le terme supramental vient directement d'Aurobindo. Malgré ses influences, Bernard de Montréal, de ce que je perçois, cultive aussi beaucoup d'ambivalence. D'une part, il affirme n'être qu'un canal de savoir universel et absolu, détaché de son œuvre, qu'il dit dictée par une source au-delà de lui. D'autre part, il construit autour de lui une forme de communauté de fans, lui assurant une position de grand initié, position sur laquelle il va jouer, rire aussi de temps en temps, mais ne pas lui enlever son sens de l'humour. Pour le reste, on a un homme conscient du pouvoir des projections mentales de ses disciples, mais qui alimente aussi son propre mythe personnel. Et beaucoup, malgré les précautions engagées, finiront par faire de Bernard de Montréal une figure quasi prophétique. Finalement, sa vie se termine relativement discrètement. Après le déclin de son influence à partir des années 90, Jean-Paul Boucher s'éteint le 15 octobre 2003 à l'âge de 64 ans. Et selon mon intuition, il a dû mourir d'un cancer, probablement des poumons, puisqu'il a donné des conférences, plutôt des mini-conférences, jusqu'à la toute fin de sa vie. Je dirais quelques semaines avant sa mort, il était encore à donner des conférences. Et donc son départ laisse un corpus textuel, vidéo, radio, dense de centaines de conférences. Et sur YouTube, un site officiel qui n'est plus alimenté ni mis à jour, puisque d'après ce que j'ai compris, à la mort de Bernard de Montréal, sa femme et sa fille ont voulu faire table rase de cette notoriété qui a dû être un fardeau, justement, de son entourage. D'autant plus que, selon certaines rumeurs, il pouvait parfois être exécrable en famille. Mais ça reste une rumeur. L'âme, c'est un concept qui ne sera pas compris tant que l'homme n'aura pas contact avec l'éthérique. Je vais vous en expliquer les aspects que je connais, mais tant que l'homme ne pourra pas se voir d'une façon intégrale, il ne pourra pas comprendre ce que c'est que l'âme. L'âme, le concept de l'âme a été mystifié par la religion. Il a été mystifié par les doctrines ésotériques. Et c'est très normal parce que l'homme, lorsqu'il pense, il pense avec sa tête, mais aussi avec ses émotions. L'homme ne peut pas regarder froidement la réalité parce qu'il a besoin de la réalité qu'il connaît pour sécuriser son être, sa vie et tout ça. Si l'homme, quand je parle de l'homme, je parle des masses en général, de tous ces millions d'êtres qui parcourent les chemins de notre planète, s'ils étaient en contact avec la réalité telle qu'elle est, leur psychisme, leur esprit, leur faculté normale s'amoindrisserait et ces gens-là souffriraient de leur expérience, en général. Alors, en ce qui concerne l'âme, c'est la même chose. L'âme, c'est équivalent à un transformateur. C'est un centre d'énergie très puissant qui est parfait. Mais c'est un système d'énergie en évolution.
C'est-à-dire que l'âme telle qu'elle est aujourd'hui chez un individu a parcouru pendant un certain temps des étapes évolutionnaires sur telle ou telle planète. Et arrive à un certain niveau d'évolution, à ce moment-là, l'âme peut être ce qu'on pourrait appeler en communication directe avec ce qu'on appelle encore des ajusteurs de pensée. Plongeons maintenant dans l'essence de l'enseignement de Bernard de Montréal. Il qualifiait lui-même sa doctrine de psychologie évolutionnaire, entendant par là l'étude de l'évolution de l'homme vers sa source multidimensionnelle et la reconquête consciente de cette origine. Par l'entremise d'un mental supérieur affranchi des illusions, qu'il appellera le supramental. Bernard postule que l'humanité est piégée depuis des millénaires dans un mental dit involutif. Autrement dit, un mode de pensée, certes réfléchi, mais polarisé, conditionné par des croyances et des formes pensées figées. Ce mental est le produit de forces cosmiques qu'il appelle les forces astrales, forces de vie involutives, lesquelles maintiennent l'humanité, l'homme de l'involution, dans l'ignorance, tout en lui soufflant subtilement des prétendues vérités qui ne sont que des illusions. Sa thèse est que toute la connaissance spirituelle jusqu'à maintenant, autrement dit de l'ère passée jusqu'à maintenant, est entachée d'un mensonge cosmique qui traverse les âges. Religion, philosophie, ésotérisme de diverses traditions, tout cela, selon lui, a été instrumentalisé par des entités astrales pour garder l'homme sous contrôle et maintenir le statu quo. La position de Bernard de Montréal est un renversement audacieux de perspective. Là où la plupart des mystiques vénèrent les révélations du passé et de leurs auteurs, Bernard de Montréal y voit, lui, un piège magistral, un écran de fumée quasi cosmique, duquel il faut s'affranchir. Le thème du salut de l'humanité devient dès lors illusoire dans sa perspective classique. L'homme de la sixième race, comme il l'appelle, doit et devra s'individuer seul, le coupant au moins temporairement de la conscience collective. La conscience planétaire, la conscience de la race, afin de devenir, in fine, un initié du Verseau, en référence à l'ère astrologique dans laquelle nous nous situons, suivant celle des Poissons, qui nous a précédés et qui correspond à celle du Christ, qui est souvent représentée par l'ictus, pour poisson chrétien. Selon Bernard de Montréal, cette transition s'effectuera par l'intégration d'une nouvelle conscience supramentale qui, en termes simples, sera l'apanage d'une élite, les fameux initiés du Verseau, qui devront s'affranchir des prétendues vérités spirituelles tenues pour acquises jusqu'à haïr tout ce qui relève de la religion, de la spiritualité et finalement de toutes les superstitions dont le troupeau humain s'est abreuvé depuis des millénaires. Dès lors, cette nouvelle conscience deviendra supramentale, c'est-à-dire une pensée en lien direct avec la source même de l'intelligence, donc non plus réfléchie, mais créative, vibratoire et télépathique. Bernard de Montréal décrit ce processus presque en termes scientifiques. La pensée, une fois purgée de sa propre subjectivité, deviendra porteuse de pure énergie et sera capable de dévoiler les mystères de la conscience puisqu'elle ne sera plus entravée
par aucun filtre culturel, émotionnel ou astral. Abordons maintenant sans complaisance les incohérences entre le discours de Bernard de Montréal, sa praxis et son applicabilité dans notre monde moderne et ses contraintes. L'exercice critique est délicat. Il ne s'agit pas de démolir gratuitement, mais vraiment de peser la part d'ombre d'une figure qui se voulait elle-même le pourfendeur des illusions. Tout d'abord, le discours de Bernard n'est-il pas une sorte de mystification en soi? En effet, n'a-t-il pas construit lui aussi un récit grandiose pour expliquer ce monde invisible? On peut alors se demander si sa dénonciation du mensonge cosmique n'est pas paradoxalement un autre mythe qu'il propose sans peut-être s'en rendre compte à ses auditeurs. Un mythe adapté à l'esprit moderne, avide d'explications alternatives. Bernard affirmait révéler enfin la vérité nue sur les forces occultes qui dominent l'humanité depuis le commencement de la conscience. Son dialogue avec l'invisible, qui est aussi le titre d'un de ses ouvrages, est présenté justement comme un procès-verbal authentique de l'interaction avec ses forces, arrachées par lui-même au monde astral. Pourtant, le format même des conversations cosmologiques avec une entité de l'au-delà, qu'elle soit anonyme ou pas, relève d'une tradition de révélation occulte qu'on retrouve chez bien d'autres auteurs. Par exemple, Allan Kardec, qui initia et popularisa le mouvement spirit, ou encore Elena Blavatsky. La question se pose alors naturellement. Bernard de Montréal a-t-il réellement percé le secret ultime de la connaissance, du cosmos et de la nature, ou a-t-il juste reformulé les vieux schémas gnostiques de lutte entre l'homme et les puissances invisibles, appuyés finalement par une imagination débordante et créatrice justement? Son discours insistant sur l'idée que nous nous sommes trompés, tous autant que nous sommes, il serait en fait une nouvelle croyance. Tout ce qui est établi est faux par essence, et où lui, c'est-à-dire Bernard de Montréal, apporte la correction ultime à ce fameux mensonge cosmique. En cela, son enseignement devient à son tour un système plus ou moins fermé selon la manière dont on le dogmatise. Et nous touchons ici à la fine frontière entre ce qu'on va appeler la gnose libératrice et la révélation teintée de mystification. Et nous touchons ici à la fine frontière entre d'un côté la gnose qui pourrait être libératrice et de l'autre la révélation qui se prête malheureusement à toutes les dérives mystiques au sens négatif du terme. Et Bernard de Montréal marche sur cette crête qui d'un côté invite chacun à ne croire aveuglément en rien, à tout expérimenter par soi-même, et de l'autre, il propose une vision du cosmos, très élaborée certes, presque rationnelle et clinique, où foisonnent entités, plans, lois, impliquant au final un bon nombre d'assertions invérifiables empiriquement. Je terminerai ma critique de l'enseignement de Bernard par l'originalité revendiquée de son savoir par rapport aux emprunts plus ou moins assumés aux traditions antérieures. Officiellement, Bernard de Montréal soutenait que sa source n'était ni une lecture ni un enseignement humain, mais bien une communication directe avec une intelligence ou entité invisible et suprasensible. Il se présentait en quelque sorte comme un philosophe inspiré, ayant accès à un dépôt universel et intégral de connaissances. Cependant, en examinant ses concepts et son vocabulaire, on repère nombre de parallèles frappants avec des doctrines déjà existantes. Le terme supramental, par exemple, avait été popularisé par Sri Aurobindo dès les années 1930 pour désigner un futur état de conscience au-delà du mental. Et c'est précisément ce dont parle Bernard de Montréal. Ou encore, nous avons la notion de conscience morantielle qui provient, elle,
du livre d'Urantia publié en 1955 qui est déjà un texte canalisé traitant d'une révélation cosmique. Quant au schéma tripartite de l'homme en ego, âme, double éthérique et toutes les variantes, ceci est enseigné de longue date par l'ésotérisme occidental, que ce soit dans la théosophie ou même chez les rosicruciens. 2 décennies après la mort de Bernard de Montréal, on peut se demander quel est son héritage et comment son influence se manifeste-t-elle encore aujourd'hui. Paradoxalement, si son nom reste relativement confidentiel dans le grand public, son impact au sein des cercles ésotériques spécialisés, notamment dans la sphère YouTube, est conséquent. Prenons le cas du Québec, où Bernard de Montréal a joué un rôle de précurseur dans l'essor d'une spiritualité en dehors de cadres religieux classiques, ouvrant la voie à ce qu'on pourrait appeler la supraconscience moderne. De nombreux Québécois, de la génération 80-2000, se souviennent très bien de ses passages à la télévision, ainsi que de ses conférences enregistrées, qui circulaient sur VHS et puis aujourd'hui sur Internet. D'ailleurs, on trouve aisément nombre d'interventions audio et vidéo sur plusieurs chaînes YouTube, ainsi que sur certains forums. Des conférenciers et auteurs se réclament même de son influence, en particulier dans la francophonie. Il faut dire que sa notion d'homme nouveau anticipait en quelque sorte la vogue actuelle de développement personnel, que je qualifierais plutôt d'individuation, axée sur l'éveil d'une conscience supérieure. On peut voir également un parallèle entre ce concept de psychologie évolutionnaire et certaines approches modernes, en particulier de psychoanalyse jungienne, et d'une certaine façon, tous les courants périphériques qui s'en rattachent. Finalement, après avoir brossé les qualités et les écueils de Bernard de Montréal et de son enseignement, la figure qui émerge peut-être le plus justement est celle d'un éveilleur de conscience, sincère, mais ni infaillible et ni imposteur. Juste un homme ayant vécu une percée psychique hors norme et s'efforçant de la traduire en enseignement pour ses contemporains. Bernard de Montréal a cherché à marier l'approche empirique. Il voulait notamment que tout le monde observe les phénomènes dits psy, qu'on les teste, y compris des esprits, sans égard particulier. Et en cela, il est un personnage hybride, à la fois mystique et quelque part cartésien, héritier d'un passé occulte et iconoclaste tourné vers l'avenir. Ni un saint détaché, son ego transparaît parfois, ne serait-ce que dans la certitude tranquille avec laquelle il assène ses vérités. Pour autant, ce n'est ni un charlatan avide de richesse, d'ailleurs son style oratoire manque de cette grandiloquence qu'on trouve chez les vrais imposteurs. En fait, il apparaît plutôt comme un extraterrestre un peu seul, conscient de marcher en équilibre sur un fil entre lumière et ombre. C'est ce que nous disions au début de la vidéo entre génie et folie. Est-ce que sa mission est accomplie? Difficile à dire. S'il s'agissait de déclencher une prise de conscience évolutive, on peut penser qu'il a touché un certain nombre restreint mais significatif d'esprits, probablement comme il l'envisageait. Il n'a pas déclenché de révolution visible à grande échelle, du moins en 2025, mais peut-être que son rôle était-il plus d'ensemencer des idées qui germeront bien plus tard. En ce sens, il n'était pas tant un prophète, annonçant une intervention divine, mais plutôt un accoucheur au sens de maïotique, aidant l'humanité prête à enfanter d'elle-même par le biais d'une élite grandissant d'individus
devenant de plus en plus conscients. En refermant ce dossier, retenons l'essentiel. Bernard de Montréal nous aura mis en garde contre des mirages, y compris de l'astral, et la complaisance dans les vérités toutes faites, révélées, quelles que soient les religions. Maintenant, à chacun d'entre nous de transpercer nos voiles, de questionner nos propres croyances, d'expérimenter par nous-mêmes les dimensions subtiles de la vie, si tant est qu'elles nous soient accessibles, afin que l'hommage que l'on puisse rendre à Bernard de Montréal n'est ni de le glorifier, ni de le vilipender. Simplement, s'individuer selon un chemin qui est propre à chacun. Ainsi s'achève ce podcast. J'espère qu'il vous aura donné une vision nuancée de Bernard de Montréal. En tous les cas, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode où nous continuerons d'explorer avec esprit critique et ouverture les mystères tout comme les angles morts de la conscience.